Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette conférence plénière consacrée aux startups, voire aux entreprises qui ont déjà, je dirais, un petit peu de passif. Mais l'idée, comme vous le savez, quand on monte son activité, on a besoin de quoi? D'argent, d'investissement, d'avoir aussi une bonne équipe et surtout d'avoir de la visibilité sur sa marque. C'est le sujet de cette conférence. Et l'idée, en fait, c'était comment on peut communiquer sur sa marque quand on démarre une activité, donc pas beaucoup d'argent. Et donc, à ce niveau-là, on a un plateau exceptionnel, vous allez voir, par leur enthousiasme, leur joie de vivre. Et puis, ils ont fait surtout des entreprises qui sont aujourd'hui cotées. On va voir, vous allez voir, c'est des retours d'expérience assez sympathiques. Donc, on va commencer par Aude Michel, qui a fondé Ma Première Valise. J'appelle ensuite Anne Janik de Delivery, qui est business developer, qui remplace Romain Libaud. Émilie Gobin-Mignot de chez Nouma. Arnaud Chanot de chez Nouma, ils viennent en force, vous allez comprendre pourquoi. Et enfin, Vincent Redrado de The Tops. Ok, alors on va commencer. Aude, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse valise, ma première valise? Alors, dans cette jolie petite valise, taille bagage cabine, vous avez exactement l'essentiel, tout ce dont vous avez besoin pour partir à la maternité. Vous savez, la fameuse liste, alors j'imagine que parmi vous, il y a de jeunes parents. Quand on part à la maternité nous fournit une liste bien précise de ce qu'il faut avoir. Et quand on est parent primipare, donc premier enfant, on est attaché à respecter la liste à la lettre. Vous savez, les 6 bodys, 6 pyjamas, les 2 turbulettes, les capes de bain. Donc voilà, mon site internet, donc mapremierevalise.com, c'est une boutique en ligne de conception de valises de naissance. Et puis vous verrez tout à l'heure à quel point Aude est créatrice, elle a plein d'idées pour faire évoluer sa marque avec des petits budgets. Hein? Exactement. Okay. Je vais donner la parole à Anna, donc de chez Delivery. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est un peu le Uber français de la course, des courses. C'est comme ça qu'on aime s'appeler. Une belle comparaison avec Uber. Nous, on a créé en fait un mode de livraison innovant qui permet aux e-commerçants de livrer leurs clients en 3 heures. Et ça, en faisant en fait de l'expédition depuis les boutiques physiques. Et pour faire ça, on a créé un réseau de coursiers qui sont eux des experts de la livraison urbaine et qui vont nous permettre d'aller chercher le produit dans le magasin pour le livrer au consommateur le plus rapidement possible. Donc par exemple, aujourd'hui, on travaille avec la Fnac. Et si vous allez sur le site de fnac.com et que vous commandez un produit, vous pouvez vous faire livrer, si vous habitez sur Paris, en 3 heures, puisque nous, on enverra un coursier qui ira chercher directement le produit dans la Fnac la plus proche de chez vous. Et derrière ça, du coup, il y a toute une technologie qui nous permet de sélectionner le coursier, de lui envoyer une mission, etc. Anna, pour bien comprendre, je crois qu'on a une vidéo pour présenter. Exactement. Bon, vous gérez un site e-commerce. Et vos clients trouvent la livraison de leurs achats trop lente, trop chère ou imprévisible. Comme vos commandes sont toutes expédiées d'entrepôts loin des villes, le mieux que vous puissiez faire est de les livrer le lendemain. Vous pourriez expédier à partir de vos magasins. Mais dans ce cas, vous devriez gérer toutes les sociétés de transport local vous-même. Il doit y avoir un moyen plus facile, non? Voici Delivery. C'est un service de livraison à la demande qui permet aux clients d'être livrés quand et où ils le veulent. Cela vous permet d'utiliser vos magasins comme des stocks e-commerce à proximité de vos clients. Chaque nouvelle commande nous est transmise automatiquement. Nous sélectionnons, en fonction du point de collecte, de la taille et du poids du paquet, le coursier le plus adapté. Et comme nous possédons la plus grande flotte de coursiers dans chaque grande ville, il y a toujours un professionnel disponible. Notre secret ? Un algorithme complexe permet d'optimiser les itinéraires de notre flotte, en prenant en compte la circulation, les enlèvements et les livraisons déjà programmées. Il nous permet également de mettre à jour l'affectation des commandes aux coursiers et leur trajet en temps réel. Dorénavant, vos clients peuvent profiter de leurs achats e-commerce en 1 heure, ou exactement quand ils veulent. Tout ça grâce à Delivery. Juste, Anna,
quelques chiffres clés sur Deliveroo parce que c'est une très très belle success story. Hein. Vous avez levé des fonds là, il n'y a pas, on a pas fait si longtemps. une levée de fonds de 500 000 euros, donc ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est 7 aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Je vais laisser la parole à Émilie Gobin-Mignot, qui est entrepreneur en résidence, qui est co-responsable de toutes les startups chez Nouma. C'est une entrepreneuse dans l'âme. Elle va nous expliquer qu'elle avait fondé justement l'usine à design. Émilie, c'était quoi l'usine à design? Bonjour à tous. L'usine à design, c'est une société que j'ai créée quand j'étais étudiante avec 3 autres personnes, dont un industriel du meuble. Donc c'était en 2008, fin 2008. C'était un site marchand de meubles, de décoration. Alors ça paraît absolument pas innovant aujourd'hui, mais en 2008, c'était révolutionnaire pour l'industrie du meuble, puisque acheter des meubles à distance, c'est tout un poème. Voilà. Et donc nous, en plus, on complexifiait tout ça, puisque c'était des meubles sur mesure, de la demi-mesure très exactement. Et donc, on recomposait toute la chaîne logistique du meuble, depuis les usines en Asie jusqu'à la livraison chez le client final. Je connais un peu la logistique aussi. J'en parle au passé puisque donc j'ai développé cette société avec mes associés pendant 5 ans. On a eu un petit peu d'argent levé aussi puisqu'on a levé 6 millions d'euros. Il y avait 40 salariés sur 2 continents. On faisait un peu de chiffre d'affaires, un peu moins de 5 millions. Et donc voilà, on a eu quelques succès en marketing, d'où ma présence aujourd'hui. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Arnaud, vous vous occupez de Nouma. Je ne sais pas, qui connaît Nouma ici? Quelques-uns quand même. Un petit résumé. Je refais un pitch. Allez, on fait le pitch. Donc Nouma, c'est une organisation qui fédère des artistes, des entrepreneurs, des créatifs, des développeurs, des techniciens autour de la même ambition qui est de réfléchir et d'acter sur les nouvelles formes d'entrepreneuriat du 21e siècle. Alors je vous ai dit ça, je vous ai raconté presque un poème. L'idée, c'est quoi? Nouma, en fait, intègre un accélérateur de start-up qui s'appelle aujourd'hui Le Camping, intègre le premier espace de coworking qui a été réalisé en France à travers la cantine, qui est devenu le réseau des cantines, et également un premier programme d'open innovation qui a été initié en 2006 et qui a été véritablement créé en 2014 et qui permet en fait de mettre en relation des grands comptes ou des entreprises avec la communauté, dont les startups, pour résoudre des problèmes soit existants, soit réfléchir avec eux à des problèmes qui n'existent pas encore mais qui pourraient exister demain. Et donc de les porter sur une nouvelle forme de R&D, d'innovation et de subvenir aux nouveaux besoins que ce monde très numérique vers lequel ce monde très numérique nous amène. Voilà. Arnaud, vous êtes aussi entrepreneur et puis dans le cadre de Nouma, vous accompagnez les start-upers justement en termes aussi, entre autres, de communication. Alors, moi j'ai une vie en parallèle puisque j'ai créé ou cofondé il y a 10 ans un groupe qui s'appelle Intuiti, qui est un larcin, un groupe de communication digitale qui s'appelle Intuiti. Qui est situé à Nantes et à Paris et à San Francisco également, avec une petite cellule. Et puis je suis administrateur du Nouma depuis 3 ans et donc vice-président, et je suis en charge de la communication du Nouma depuis juillet dernier. Donc j'ai plusieurs vies que je cumule en une seule. Et donc en ce sens-là, j'ai pu accompagner des startups dans mes premières fonctions et puis de voir ce qui se passe effectivement dans ces secondes fonctions, de pouvoir voir et imaginer avec les startups comment est-ce qu'on peut atteindre les objectifs marketing ensemble. Voilà. Merci. Alors Vincent, vous êtes le fondateur de... On attend. Vincent Redrado, fondateur de The Tops. Vous avez un parcours exceptionnel. Vous avez travaillé chez Press Minister auprès de Olivier Mathieu. Et ça vous a donné envie de monter votre propre activité? Oui, en fait, moi j'étais en stage avec Olivier et en fait je connaissais RenoWeb et j'ai eu la chance de travailler avec les fondateurs de Press Minister, et c'est là que j'ai eu envie finalement de créer un petit peu l'antithèse de Press Minister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez sur Internet énormément de grandes boutiques qui sont en fait des grands centres commerciaux comme Amazon, Rue du Commerce, Press Minister et tant d'autres.
Et nous, l'idée, c'était qu'en fait, on trouvait que c'était pas suffisant. On voulait avoir des produits exceptionnels, des produits originaux et surtout accessibles en termes de prix. Et c'est pour ça qu'on a créé un concept store en ligne qui va chiner et dénicher des marques émergentes. Et donc, c'est des produits du quotidien, accessibles et surtout originaux. Design, donc, très ouais, design. assez design, mais on n'est pas que sur la déco, mais effectivement, le terme commun, c'est le design. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'apporter aux jeunes, parce que notre cœur de cible, c'est les 20-35 ans, mais justement des produits qui leur permettent de se différencier, d'être uniques, mais tout en étant accessibles en termes de prix. Très bien. Alors, quand on démarre une activité, est-ce que vous pensez que c'est la priorité de se faire connaître, de faire connaître sa marque ou de faire connaître son activité? Ça, c'est une question collégiale. Allez-y. Je peux répondre. J'ai oublié de rajouter que je travaillais avec Arnaud actuellement dans le cadre de Noma, puisque j'accompagne les startups moi aussi. Absolument. Mais en tant qu'entrepreneur en résidence. Et donc ce qu'on a pu voir justement sur les startups du dernier batch qu'on a accompagné, donc il y en avait une petite quinzaine, c'est que oui, bien sûr, c'est important de se faire connaître, mais pas à n'importe quel moment. En réalité, se faire connaître trop tôt, c'est une vraie erreur stratégique, puisque quand le produit n'est pas suffisamment stable, quand finalement on n'est pas encore certain du fait que ça va marcher ou non, est-ce que potentiellement on va pivoter, est-ce qu'on a testé finalement qu'il y avait une vraie demande sur ce qu'on veut proposer, etc. Communiquer trop tôt, c'est carrément mortel, puisque en fait sortir du bois, c'est possible une seule fois. Après, c'est plus du nouveau. Alors on peut innover, on peut faire des nouvelles choses, mais c'est plus un nouveau service. Et donc c'est vrai qu'on a eu une possibilité et une seule de se montrer pour la première fois. Et il faut faire très attention. Émilie, c'est une erreur que font les jeunes entrepreneurs. En général, ils ont envie tout de suite de communiquer sur une activité qui n'est pas encore mûre. C'est une envie qu'ils ont, évidemment. Quand on passe par des structures comme Noma, on leur dit, on les tempère, si je puis dire. Il y a plein d'autres manières de se faire connaître au début. Mais évidemment, c'est quelque chose dont ils ont envie. Moi, c'est l'une des erreurs qu'on a fait dans le cadre de l'usine à design. Après, il y a des choses qui ne se refusent pas. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a créé l'usine à design, au bout de 3 mois, on est passé sur Capital. C'est difficile de refuser un truc pareil. Sauf que derrière, on a pivoté. Et 4 ans après, en fait, les gens nous connaissaient toujours comme l'émission de Capital, quoi. Oui, c'est sûr. Ça peut avoir un double revers. Tout à fait. Une priorité, Aude, de se faire connaître très rapidement. Pour toi, qui avec ma première valise, l'idée c'était de booster un peu. Comment tu as fait pour faire connaître ton concept? Alors, comme le disait très justement Émilie, comme disait Émilie, se faire connaître trop tôt, il y a vraiment une action stratégique à avoir. Moi, j'ai créé ma première valise.com en octobre 2012. J'ai communiqué dessus en mai 2013. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps, effectivement. J'ai attendu que tout soit bien mis en place. J'ai démarré d'ailleurs la communication directement sur les réseaux sociaux principalement. Et ce sont les réseaux sociaux qui ont permis de largement faire émerger ma première valise et de permettre ce beau développement. Alors ça a un avantage, c'est que le coût n'est pas excessif. Exactement. Mais comment tu t'es prise? Parce que, d'après ce que tu m'as dit, tu as essayé de toucher rapidement des blogueuses, influenceuses de ta région. Il faut dire que Aude, elle vient de Marseille. Je suis lilloise, je le précise, Lilloise, je ne suis pas marseillaise. Je suis lilloise, je suis passée par Paris pour le boulot étant plus jeune, et maintenant on habite à Aix-en-Provence. Bon choix. Ok. Très bon choix. Ceci étant, pour toucher les blogueuses, comment tu as fait? Effectivement, pour toucher les blogueuses, ça s'est fait assez naturellement au final. Comme c'est un concept qui n'existait pas, la valise maternité un petit peu en un clic, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le véritable élément différenciateur, c'est que sur le site internet, j'ai référencé toutes les maternités de France, il y en a un petit peu plus de 600, et toutes les listes que préconise chaque établissement. C'est le même bébé pour tout le monde, mais chaque liste est différente. Et quand on est parent primipare, on est attaché à respecter la liste à la lettre. Donc, comme c'est un concept effectivement novateur, j'ai misé tout sur les réseaux sociaux au début. On a petit budget en démarrage, forcément, pour communiquer. Parce que ce que j'ai pas dit non plus, c'est que je dessine ma collection, je vais fabriquer. Donc, mon budget était principalement consacré au stock.
Donc 0 budget en com prévu au départ. Donc je me suis dit pourquoi pas démarrer par un petit concours sur Facebook. Alors c'était très léger, j'ai juste mis en jeu la valise vide, donc qui a un coût de 55 €. Et c'était au nombre de fans atteints, c'est-à-dire aux 500 fans atteints, j'offre la valise, il y a un tirage au sort qui est lancé et j'offre la valise vide. Et de ça, donc absolument pas de Facebook payant. 22 000 personnes ont vu ce jeu concours. Incroyable. Ça faisait 2 semaines que voilà, mon site était concrètement en ligne et que j'avais commencé à tout mettre en place. Et 22 000 personnes donc, ont vu ce jeu concours. Et de là, ce qui était très sympa, c'est que de ce fait-là, les blogueuses sont venues assez naturellement vers moi, justement. Les magazines type Family, Parents, les magazines spécialisés enfants aussi, également, sont venus me chercher, voilà, parce que le concept est chouette, que les produits sont 100% bio, que les vêtements sont intelligemment pensés. J'ai 2 enfants, hein, donc d'expérience de maman, voilà, j'ai tenté de faire les choses comme j'aurais aimé les avoir moi à l'époque. Voilà. C'est super. C'est génial. Super. Anna, pour Delivery, c'est un peu le combat de David contre Goliath quand même, quelque part, non ? C'est pas facile, mais en fait, je pense que la principale force des startups, c'est vraiment leur agilité. Et donc, je suis d'accord avec Émilie quand elle disait qu'il ne fallait pas communiquer trop tôt. Mais par contre, la force d'une start-up, c'est de pouvoir justement pivoter à plusieurs moments. Et c'est vraiment la méthode, je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthode Lean Startup, mais c'est vraiment une méthode hyper intéressante parce que des fois, on va avoir beaucoup d'a priori sur comment devrait être notre produit, sur comment on se l'imagine, comment on voudrait qu'il soit. Et au moment où on le lance sur le marché, il peut y avoir un gros décalage. Parce que voilà, on se base souvent sur nos instincts personnels, alors qu'au final, voilà, tous les gens sont différents et qu'on peut vraiment se baser sur sa propre expérience. Juste un petit mot sur le Lean Startup. En fait, voilà, c'est une méthode d'A/B testing, en fait. Voilà, de testing pour dire qu'il faut mettre le moins de temps possible à lancer un produit, donc le minimal vital product, pour pouvoir l'ajuster et sans avoir investi du temps et de l'argent pour rien, pour se rendre compte au bout de voilà, si on travaille dans son coin pendant 6 mois à développer son produit en l'imaginant, en le faisant parfait, et le jour où il est lancé sur le marché, ça marche pas, on a dépensé 6 mois pour rien. Juste pour revenir au cœur du sujet, ouais. Comment vous avez fait pour communiquer autour de votre marque ? Parce que là, je regardais sur Twitter, vous êtes absent. Sur quoi ? Sur Twitter. On a un compte. Vous avez un compte ? Ouais. Il faudra que vous me le donniez. Ceci étant, comment vous avez communiqué ? Est-ce que vous êtes passé par les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes passé par des relations presse ouais, nous, on a fait pas mal. Enfin, à la base, notre produit est vraiment orienté B2B. Donc, c'est pour les marques. Donc, on est passé par la presse un peu professionnelle et qui était reconnue. Donc, on a créé une infographie. Et on a négocié une exclusivité avec le Journal du Net. Et donc après, à partir du moment où voilà, on négocie une exclusivité, c'est assez intéressant pour le journal voilà, d'avoir le fait de le publier en premier. Donc ça a été assez intéressant. Et quand c'est une source aussi qualifiée que le Journal du Net, l'étude est reprise, et la viralité opère. C'est important. Je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont juste ciblé un journal et une journaliste. Voilà. Donc ça, c'est l'important de cibler le bon journal qui va déployer votre message à la bonne cible. Donc le choix du journal, dans ce cas-là, est hyper important, évidemment. Ouais, c'est quand même assez... En tant que journaliste, je peux vous dire, c'est quand même assez extraordinaire parce que juste un journal, et d'avoir focalisé là-dessus et avoir mis tous les moyens là-dessus, et ça a marché, super. Voilà. Super. Alors Vincent, nous on est plus dans les réseaux sociaux. Vous, quand vous avez commencé, c'était plutôt avec Facebook ? Alors en fait, ouais, nous on a utilisé plusieurs moyens, mais juste pour revenir rapidement sur la méthode Lean, en fait, nous, je suis d'accord qu'il ne faut pas communiquer quand le produit n'est pas prêt, mais en même temps, c'est extrêmement difficile de savoir quand il est prêt. Et de savoir quand il est parfait, si on ne l'a pas suffisamment testé, et tester avec 3-4 clients, c'est pas suffisant, il faut en avoir quelques centaines pour voir si le modèle fonctionne, surtout dans la partie e-commerce. Et donc nous, ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on s'est dit on va tester plein de choses, et on va retenir uniquement celles qui marchent pour après appuyer dessus. Et c'est à partir du moment où en fait, on a fait cette phase de test et qu'on a finalement fait ce fameux pivot, qu'on a commencé à avoir une forte croissance. Et justement, c'est à partir de cette croissance
de ce début de croissance qu'on a pu commencer à trouver les bons leviers de communication. Et nous, on a eu plusieurs, effectivement, les réseaux sociaux. Mais avant même de communiquer sur les réseaux sociaux, on a eu quelque chose qui était très important au départ, c'est créer une marque et créer une identité. C'est-à-dire que comme on ne vend pas des marques connues, on ne peut pas utiliser les leviers de trafic classiques qui sont les leviers, les comparateurs, le référencement naturel de Google, parce que nos marques et nos produits ne sont pas cherchés. Donc en fait, il fallait absolument créer une marque forte avec une identité jeune et cool, pour que derrière, en fait, les gens s'identifient à cette marque et viennent pas chercher des marques chez nous, mais viennent chercher des produits cool. Et donc, en fait, on a d'abord dû travailler cette image de marque pour, une fois qu'on l'avait créée, effectivement, diffuser beaucoup sur les réseaux sociaux cette image de marque et après, effectivement, essayer de créer le buzz ou essayer d'avoir pas mal de partenariats avec des blogueurs ou même après avec des médias type Le Bonbon, My Little Paris, qui nous ont permis, effectivement, d'avoir un gain de notoriété, de chiffre d'affaires assez rapidement. Et c'est quel levier qui a bien fonctionné dans votre cas ? En fait, nous, aujourd'hui, les leviers qui ont bien fonctionné au départ, il y en a deux, il y en a toujours deux. Le premier, c'est Facebook, qui clairement se démarque des autres parce qu'on a une vraie capacité à aller cibler notre audience, voire même à recibler les personnes qui sont identiques à nos propres clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien chez nous. Et le deuxième levier, c'est les partenariats médias étendus. Donc quand je dis étendus, ça peut être de la presse, ça peut aussi être des médias en ligne comme des Melty, des Le Bonbon, mais aussi des blogueurs à plus ou moins de grande échelle, qui nous permettent finalement d'avoir énormément de liens, énormément de personnes qui parlent de vous régulièrement. Et on a même créé, par exemple, en interne, un club des influenceurs qui regroupe maintenant près de 300 blogueurs. Et donc, en fait, ces 300 blogueurs vont recevoir très régulièrement des produits The Tops et donc vont en parler très très régulièrement. Donc l'idée, c'est vraiment, comme on n'est pas une fois de plus, comme on ne vend pas des grandes marques, l'idée, c'est de créer un lien fort avec les personnes qui sont des vrais atouts pour nous et pour justement pouvoir les animer plus facilement et avoir ce lien récurrent. Arnaud, Émilie, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui émergent dans la communication aujourd'hui quand on démarre son activité? Sur quel levier il faut s'appuyer? Est-ce qu'il y a des différences quand on est dans un secteur B2B ou dans le B2C? Alors, je vais répondre à votre question et en même temps je vais boucler sur celle qui avait été juste avant. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier et il y a deux grands marketeurs qui ont dit deux choses très importantes et auxquelles je crois. Le premier, c'est La Fontaine et le deuxième, c'est Boileau. Le premier, c'est La Fontaine, donc c'est vous les connaissez, c'est les fables. Et en fait, il explique à un moment dans la fable où il y a la cigale et la fourmi, et on fait une extraction de ça, que lorsque vous voulez dire quelque chose, il faut le chanter, il faut le mimer, il faut le dessiner, il faut en faire tout un ensemble faut le véhiculer de différentes manières pour que ça soit entendu. Et on vit dans un monde aujourd'hui où vous avez plein de formes de médias et vous avez plein de personnes dont un objet, un véhicule va plutôt les toucher plutôt qu'un autre. Vous avez des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont plutôt cérébraux, il y a différentes personnes. Et lorsque vous avez un élément de communication à faire, il y a tel paysage de potentiel à utiliser que ce que je vous conseille fortement, c'est déjà de se dire, ok, comment sur un message je peux l'illustrer vocalement, je peux l'illustrer par une image, je peux l'illustrer par un texte. Et la deuxième règle associée à celle-là, c'est Nicolas Boileau, donc on est 17e, je crois, ou 15e, qui a dit cette phrase, il dit « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément ». Et cette phrase-là, moi, elle est sur mon bureau, et je pense qu'elle guide tout élément de com ou tout élément marketing que vous pourrez faire par la suite. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur à partir du moment où on a un objet, il faut le tester, mais dès lors que vous êtes en accord, en cohérence avec ce que vous voulez faire passer comme message, c'est-à-dire dès lors que votre objet ou votre service ou votre produit, vous le maîtrisez, derrière vous trouverez les mots et vous trouverez les textes et vous trouverez les pitchs qui correspondent exactement à ce que vous voulez faire passer comme message. Et derrière ce message, il faudra le dupliquer de manière par les vidéos, par le texte, par les images, et après vous choisirez les outils qui sont les plus adaptés. Et Facebook est tout à fait adapté sur un certain nombre comme véhicule d'un certain nombre de produits ou de services. Et nous, à Nouma, par exemple, notre outil phare, c'est Twitter. On est en compte cumulé, on a deux comptes. Un compte pour le camping qui a 17 000 followers et un compte pour le Nouma qui a 32 000. Donc cumulé, ça fait 50 000 followers. Et on alimente en fait, et on a une manière de converser avec ces gens en utilisant ce credo-là, parce qu'on est plutôt sur du texte, parce qu'on a fait différents choix. Donc voilà, ça je voulais dire ça, parce que c'est vraiment, si vous avez ça en tête, il y a beaucoup de choses derrière qui s'éclaircissent, et vous verrez que le reste c'est que de la mécanique.
Voilà. Mais c'est important, ça fait partie des bases. Ce qui s'explique finalement clairement se vend plus facilement. Exactement. Grosso modo. D'accord. Et donc du coup, j'ai totalement oublié votre question. Bah, La question, c'était sur le est-ce B2C et le B2B. Je te passe le micro. C'était absolument pas pour y répondre. Mais effectivement, c'est un point qu'on avait évoqué. Il n'y a pas de recette miracle, sinon ce serait trop simple, si ce n'est la cohérence. On en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Donc effectivement, c'est pas la même cohérence, c'est pas la même chose entre du B2C, du B2B, du B2B2C. Mais en gros, l'idée, c'est toujours, et c'est très basique, hein, mais c'est une question de cible. À qui on veut parler, et du coup, en fonction de ça, comment on le fait. Typiquement, dans le B2B, un objet comme Nouma, qui est du B2B, on va justement s'imposer comme des leaders d'opinion, typiquement en faisant ce genre de conférence. Ou alors en étant présent justement aux côtés de nos startups. C'est ce qu'on a fait lundi matin. Quand il y a François Hollande qui a envie de voir un peu l'entrepreneuriat, il va venir à Nouma parce que c'est identifié, etc. Donc c'est en fait être top of the mind, c'est-à-dire dès que une personne qui de près ou de loin évolue dans notre secteur, quand elle aurait à s'intéresser à ce sujet, eh bien elle pense à nous. Ça c'est du bon, ça va être une bonne règle pour le B2B. Pour le B2C, ça va absolument défendre. Est-ce que c'est du service, de la récurrence? Est-ce que c'est du one-shot, etc. Par exemple, quand on vend du service et donc de la récurrence, l'enjeu, ça va être celui-là, c'est de créer la récurrence. Donc, la première fois, c'est génial, il faut être présent, etc. Mais tout le travail, ça va être de faire que le client revient et satisfait. Enfin, je vous la fais pas, vous voyez. Quand on vend des produits comme je vendais moi l'usine à design, un canapé à 1 500 €, on n'en achète pas tous les matins. Donc là, c'est un tout autre genre de marketing qu'il faut faire. Donc ça va être là au bon moment avec le bon outil. Donc typiquement, j'ai plus les stats en tête parce que ça date un peu, mais je crois que c'était 7 personnes sur 10 qui veulent acheter un canapé vont aller sur Google. On n'a pas le choix, faut y être. Si on n'y est pas, c'est raté, on a perdu 7 personnes sur 10 potentiellement, etc. Et donc là, il y a une chance et pas deux, parce qu'il n'y aura pas de canapé tous les matins, quoi. Donc c'est vraiment le référencement reste prioritaire. On est d'accord? Il n'y a pas de règle aussi claire. Vraiment, ça s'adapte au produit, à l'histoire, à la cible. À nouveau, quand on vend des produits, moi je vendais des collections qui étaient pérennes, qui étaient là dans la durée. Donc du coup, effectivement, le référencement est intéressant parce que c'est du travail de longue haleine. Alors là, je parle du référencement gratuit, mais sur le référencement payant, c'est ce qu'on disait, il faut être là quand on nous cherche. Et donc, si on n'est pas là cette fois-ci, tant pis, on a raté un client et pour les 5 ans qui viennent. Quand on est dans des choses plus courtes et moins justement des collections long terme comme tu peux l'être sur The Tops, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir. Justement, si je peux rebondir, justement, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que nous, on est sur des collections assez courtes et qui ne vont pas avoir pour but de rester très longtemps. Et donc, en fait, c'est là où, nous, il n'y a personne qui vient chez nous en se disant « je cherche ce produit ». En fait, ils viennent chez nous et on doit créer l'envie une fois qu'ils sont chez nous. C'est pour ça qu'on est dans une notoriété, on est dans une logique de créer une notoriété. Et donc, on doit créer du contenu autour de cette marque pour qu'en fait, les gens viennent régulièrement. Typiquement, on voit sur Facebook, c'est assez hallucinant, 90% de nos conversions sur Facebook se font indirectement. C'est-à-dire c'est des gens qui ont cliqué, qui n'ont pas acheté, mais qui, dans la semaine suivante, viennent acheter. Donc, en fait, on travaille vraiment d'abord la notoriété pour que les gens, effectivement, soient top of mind sur des produits cool. Tu peux donner des exemples en termes de contenu? En termes de contenu, typiquement, c'est tout bête, mais là, si vous allez sur le site, tous les visuels sont créés chez nous. C'est-à-dire que on a vraiment maintenant des shootings très réguliers. Tous les mois, on change de thème. Le mois dernier, c'était Botanical. Celui-là, en ce moment, c'est City européenne. Dans un mois, ça sera French Riviera. Et en fait, toute la homepage et tout le site changent. Donc on est vraiment déjà dans une communication où on a envie que les gens reviennent parce qu'ils vont voir des nouveaux thèmes, des nouvelles sélections. Autre exemple, sur le site, il va y avoir très peu de navigation par catégorie à part dans le header. C'est-à-dire sur l'homepage, il va y avoir la sélection bois, la sélection nordique, la sélection Danemark, la sélection Italie. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment une fois plus être inspirationnel.
Et en fait, c'est ça finalement. Typiquement, on a commencé à créer des vidéos. Ces vidéos, on les diffuse sur Facebook. En une semaine, là, on a plus de 20 000 vues. Et ça coûte vraiment pas cher sur Facebook de diffuser des vidéos. Donc c'est vraiment une fois plus créer de la notoriété pour, via des visuels, via des images que l'on va pouvoir créer pour que les gens puissent identifier notre marque. Tu envisages de faire sur Twitter avec de la vidéo aussi? Mercato, alors, typiquement, c'est nous, on a pris en tout cas le parti de ne pas pour le moment investir du tout Twitter. On investit uniquement Facebook, Pinterest et Instagram. Donc pour beaucoup plus B2B, Twitter. Ouais, c'est vrai. Parce que B2B, enfin, on a vu que Twitter c'était extrêmement B2B. Et même si Twitter, comme Instagram et Pinterest ont sorti les mêmes outils que Facebook dernièrement en termes de ciblage, pour le moment, on reste focalisé sur Facebook et Instagram principalement. Mais aussi pour une raison qui est extrême, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, il faut commencer à maîtriser ce qu'on fait. Et c'est-à-dire qu'avec les budgets que l'on a aujourd'hui, on n'a que 2 ans, on ne peut pas investir sur 50 réseaux le même montant. Donc on préfère investir 1 ou 2 réseaux que l'on va très bien maîtriser et que l'on va encore plus rentabiliser. Et une fois que ceux-là seront maîtrisés ou on aura atteint une taille critique, là on ira ailleurs. D'accord, ok. Aude, comment tu as fait pour, je dirais, sensibiliser la principale blogueuse qui t'a aidé, qui a pu parler de ton activité? Comment tu as fait? Alors, il y a une blogueuse, en tout cas dans le monde parental, qui est très connue. Elle s'appelle Marie Perarnaud des Mamans Test. Et au démarrage, comme je le disais, j'ai communiqué, donc j'ai lancé un concours sur Facebook. C'est ça qui a fait principalement parler de moi au début. Marie Perarnaud n'en faisait pas partie. J'en rêvais. Donc je me suis dit, allez, on va à sa recherche. Je lui ai simplement envoyé un mail en lui expliquant ce que je faisais. Voilà, très naturellement. C'était un mail personnalisé, c'est important. Elle a apprécié d'ailleurs de ne pas avoir reçu un mail commun que j'ai pu envoyer à une 40aine de blogueuses d'un coup. Donc on s'est eu au téléphone. Je lui ai envoyé, ça fonctionne un peu comme ça, quelques échantillons. Elle était enceinte à ce moment-là, ça tombait très bien. Ça tombait bien. Voilà. Et donc gentiment, elle a rédigé un article. Alors, ce qui est très sympa chez Marie Perarnaud, c'est qu'elle ne rédige pas un article si les produits ne lui plaisent pas. Donc, elle a aimé le concept, elle a aimé les produits, on s'est très bien entendu, c'est devenu une amie maintenant, et on se voit, donc c'est voilà. Mais je trouve que ton témoignage est important parce que on a toujours l'impression qu'une stratégie de communication, parfois, c'est extrêmement coûteux, c'est long, etc. Ça dépend effectivement des activités et la manière dont on s'y prend. Mais juste un mail personnalisé à la bonne personne, une journaliste, un journal, on peut arriver à faire parler de sa marque très facilement et rapidement. D'accord ? Il suffit juste d'y prendre un tout petit peu de temps et se dire c'est ça que je veux. On est d'accord ? Et avoir un bon produit. Et avoir un bon produit. Justement, Delivery, vous y prenez comment ? Est-ce que vous focalisez sur les réseaux sociaux ? Vous avez dit sur la presse, donc on a eu un journaliste. Aujourd'hui, votre stratégie, elle est uniquement sur les médias ? Nous, on a une stratégie qui est un peu... En fait, on croit beaucoup à la répétition, justement. Donc, pour tout enfoncer le clou, c'est ça ? Voilà. Ouais. En fait, l'idée, c'est des fois un peu artificiel, mais c'est de se dire que nous, par exemple, sur le B2B, on va communiquer sur newsletter, dans la presse B2B. Et en fait, quand on va arriver en rendez-vous client ou même en prospection, quand les gens ont déjà entendu parler de nous, alors que ce soit artificiel, ils ont vu une newsletter, ils ont vu un article par-ci, par-là, ils s'imaginent que c'est la boîte du moment et qu'il faut absolument la solution. Et c'est un petit peu ce qu'il faut essayer de faire, c'est ce que disait Émilie, c'est vraiment que le produit, votre marque soit référent dans son domaine. Donc à partir du moment où vous dites le nom de votre marque, les gens disent « Ah oui, en effet, je l'ai vu quelque part ». Et même si c'est juste un post Facebook partagé par quelqu'un, même si c'était un article, etc., c'est la répétition qui va faire qu'au bout d'un moment, vous acquérez une légitimité qui sera vraie ou pas vraie, mais au moins dans la tête des gens, ce sera vous le référent sur le domaine. Émilie, qu'est-ce que ça vous inspire, ces témoignages, que ce soit Aude, Anna ou Vincent ? Est-ce que ils sont dans la bonne lignée ? C'est 3 témoignages différents. Alors, je ne suis personne pour juger, mais ça m'a l'air d'être bien embarqué. Non, mais ce que je vois, en tout cas, c'est
des ingrédients qui marchent bien. C'est une histoire déjà un bon produit à chaque fois. Ça va être des fondateurs qui incarnent, qui sont passionnés, qui ont une légitimité, une histoire. Il y a quelque chose à raconter qui certainement accroche du coup et permet d'entamer le dialogue, notamment dans le cadre de la presse qui quand même, presse ou blogueur, même combat, mais qui au final c'est de la séduction, c'est-à-dire que en fait il y a une personne qui va nous relayer, parler de nous, etc. Et donc il faut qu'elle accroche, qu'elle y croit, qu'elle ait envie de s'en faire l'apôtre, et donc il faut dégager de la sympathie, il faut dégager une envie, une passion, etc. Et je pense que c'est ce qu'on ressent autour de la table. Et puis derrière, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de cohérence, beaucoup de persévérance. Je pense que c'est pas juste un mail envoyé là, c'est du travail d'identification de les 400 blogueurs, enfin je connais pas du tout l'univers, hein, mais je sais pas, mettons 50 blogueurs sur l'univers des mamans, ensuite y regarder attentivement qui est actif sur quel blog, qui poste régulièrement, combien il y a de réactions, etc., pour identifier qui est la personne la plus influente. Ensuite, c'est se renseigner dessus, comprendre, savoir qu'elle est enceinte, etc., etc. Et donc, c'est beaucoup de travail très minutieux qui font que si le mail finalement n'avait pas été aussi personnalisé, ça serait passé à la trappe. Et donc, c'est pas juste un blogueur ou un journaliste, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est plein de particules dans tous les sens. Et à un moment, on chope une particule, une autre particule, et ça fait un boulet de canon, quoi. Et donc, c'est beaucoup de petits travails comme ça qui, au final, vont marcher. Mais on voilà. est d'accord qu'il faut effectivement un travail de fond. Évidemment. Mais effectivement, quand on focalise sur, là, comme c'était le cas, sur un journaliste ou sur une blogueuse... mais si celui-là n'avait pas pris, peut-être voilà, il faut continuer après qu'il faut en trouver un autre, etc. Après, c'est créer aussi de l'éphémérité. Je ne sais pas si ça se dit, mais exactement comme pour The Tops, c'est qu'il y a une fin, un début, etc. Et là, par exemple, ça va être peut-être c'était une exclue au Journal du Net, et donc après si jamais ça prend pas, on l'ouvre à d'autres journalistes, etc. Donc là, de la même manière, pour la blogueuse, j'imagine que c'est celle-ci, mais si elle répond pas, on en entend une autre et puis une autre, quoi. Bien sûr, puis après bien sûr. Vincent, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis bien évidemment tout à fait d'accord, mais nous, il y a quelque chose qu'on essaie de faire, et c'est là où je trouve que ça devient difficile. C'est-à-dire qu'en fait, avoir aujourd'hui le premier contact ou le premier article ou la première campagne Facebook qui va faire plus de likes que la précédente, finalement, on peut tous y arriver en y passant du temps. Nous, ce qu'on trouve difficile et ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas toujours facile, c'est finalement de commencer à industrialiser. C'est-à-dire, on a trouvé un levier qui marchait, que ce soit d'acquisition ou de com. Quels sont les leviers qui ont fait que finalement cela a marché? Parce que des fois, on ne comprend pas tout. Pour bien l'analyser et se dire comment je peux le répéter à une échelle beaucoup plus grande. Et c'est ça finalement qui rend, en tout cas dans la partie e-commerce, le business scalable, le business qui a un potentiel énorme. Et c'est ça qui est super difficile parce qu'on est dans des business, en tout cas e-commerce, qui sont très consommateurs de cash. Et finalement, la com et le marketing, c'est 30-40% du budget. Et donc globalement, à un moment donné, oui, on a trouvé un levier qui marchait, mais comment on fait après derrière pour l'industrialiser très fortement et très vite? Et c'est là où ça se complexifie en fait. Aude, tu es d'accord avec ça? 30-40% du budget pour la com quand on a un site e-commerce? Moi non, mais j'y viendrai sûrement. Pour l'instant, c'est vrai que je travaille encore à échelle humaine. Je dépense 0 budget en com. Je fais tout toute seule, on est 3. J'adore ça. Donc c'est sûrement pour ça aussi que j'ai pas forcément envie de le dédier aux autres. Mais voilà, non, honnêtement... Et pourquoi tu veux pas externaliser? Parce que c'est une question de budget ou c'est parce que tu estimes que c'est ton cœur de métier finalement? Non, mais ma première valise, c'est mon 3e enfant. Donc je le donne à personne. Et j'ai vraiment, je pense que je suis encore dans la phase où j'ai besoin de maîtriser en fait, c'est surtout ça. Je comprends. Et je suis vraiment dans un rapport, c'est une boutique en ligne, mais j'ai un rapport particulier avec chaque future maman. J'essaie, on va dire, d'humaniser un petit peu ce contexte internet. Oui. Les photos, vous pouvez les voir sur mon site internet, on a presque ce sentiment qu'il y a un bébé à l'intérieur, elles sont hyper bien faites. Bon, j'ai eu la chance d'avoir le photographe Jacques Haddy qui me les a faites, c'est bouche à oreille, le réseau. Voilà, Tu peux en parler un petit peu du bouche à oreille parce que je trouve que c'est important dans ton cas. Alors le bouche à oreille c'est primordial, il fonctionne très bien. J'ai pas encore mis en place de parrainage,
mais il fonctionne assez naturellement parce que justement, je propose des produits super quali, pas très chers, très abordables. Et en plus de ça, j'apporte ma petite touche personnelle lors d'envoi de colis, des petits goodies, un beau papier de soie, un beau ruban sérigraphié. Mais tu parlais de Jacadi, puis tu parlais de marques qui se sont rapprochées de toi. Oui, alors c'est vrai que oui. Alors, le réseau, effectivement, alors Jacadi, c'était c'est l'ami d'une amie qui est photographe pour Jacadi et on me l'a conseillé, voilà. Et c'est vrai que le réseau, quand on monte une entreprise, est primordial. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, il est important de réussir à transmettre l'enthousiasme aux autres. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça que ton témoignage, je trouvais que c'était intéressant parce que quelque part, mais ne le prends pas mal, c'est entre guillemets, c'est de la communication, je dirais artisanale. Tu es toute seule, tu fais tout toi-même, tu prends contact avec les gens, etc. Et je trouvais que c'était important de donner ce témoignage ici et vous montrer que c'est possible. Voilà. Alors, moi, c'est un domaine, comme je disais, que j'adore. En revanche, tout ce qui est la comptabilité et autres, ça, je le délègue très largement. Mais oui, c'est vraiment... j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme à communiquer autour de mon produit, autour de mon concept. Je suis intarissable sur le sujet. C'est pour ça que voilà, j'ai le sentiment de vraiment... Arnaud, tu veux ajouter quelque chose ? Sur le bouche à oreille, il y a une règle qu'on a vue qui fonctionne bien, c'est les 20-80. En gros, quand vous devez toucher 100 personnes, au moment où vous atteignez Un peu plus fort, Arnaud, peut-être. Voilà. Quand vous devez toucher 100 personnes, au moment où vous atteignez les 20 premières personnes, tout va s'accélérer très très vite derrière. Nous, on l'a vu, au Nouma, il y a 80 000 personnes qui passent tous les ans. On a une communauté, je crois, de 60 000 personnes. Donc quand quand on impacte un message ou quand on a décidé de soutenir une information, on voit très très bien ces ratios. Alors on n'atteint pas 20 000 pour 80 000 d'un coup, mais c'est un chiffre qu'on voit tout le temps. Quand vous atteignez les 20 premiers, vous aurez les 80 autres qui vont suivre. Et en termes de bouche à oreille, c'est assez puissant. Et j'ai aussi d'excellents prescripteurs, c'est-à-dire que je démarche les maternités, je démarche les sages-femmes, je démarche les échographes, je leur présente mes produits, ils sont séduits. Donc, ont facilement envie d'en parler et surtout de pouvoir soulager la vie des futurs parents dans la préparation de la valise mater. Donc, ça joue. Super. Anna, prochain challenge, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous développez là dans le back-office de Delivery ? Nous, c'est un développement du coup européen, donc dans les capitales européennes. Et là, on a commencé par Londres, ce pourquoi Romain n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il est parti pour développer la partie à Londres. D'accord. Vincent, prochain challenge, c'est quoi ? Alors nous, en fait, on a lancé pas mal de tests en fin d'année. On a d'abord fait une première boutique éphémère. Donc on avait 400 mètres carrés dans le centre commercial SO-Ouest. Et l'idée, c'est pas d'avoir de boutiques en propre, mais c'est par contre de réitérer justement des boutiques éphémères régulières et en province. Donc ça, c'est un vrai challenge parce qu'en termes logistiques, c'est pas facile. Surtout que nous, on fait pas de stock. Donc là, avoir du stock, même de manière ponctuelle, ça nous amuse pas trop. Donc on essaie de trouver un autre moyen. Et le deuxième, c'est quelque chose qui a très bien marché aussi en fin d'année, c'est la marque propre. Qu'on a lancé. On a lancé notre propre marque fin d'année et ça représente déjà 15-20% du chiffre d'affaires. Dans quel segment ? Textile, accessoires, le plus gros secteur chez nous. Et c'est quelque chose qu'on a envie de très fortement développer parce qu'en termes de marge et de diffusion de marque aussi, c'est très important. Et après, tout simplement, Émilie pour en parler, on est dans une course à la croissance, donc c'est principalement ça en fait. Vous êtes encore Vous essayez de lever des fonds encore ou Encore, ouais. Arnaud, c'est quoi les prochains challenges chez Nouma ? Et puis même pour vous en tant qu'entrepreneur ? Alors, non, en fait, c'est une question mais ultra piège. Désolée. Non, je vais le faire. Le prochain challenge de Nouma, il va se réaliser le 22 avril prochain. Oui, c'est bientôt. D'où la présence du président de la République lundi. Je ne peux pas vous en parler, hélas. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je peux vous dire que ça va être extrêmement impactant à la fois pour Nouma et pour l'écosystème numérique. C'est un grand événement qui va se dérouler et qui va prendre naissance à partir du 22 avril, donc au Nouma. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça de faire un teaser comme ça et puis de rien dire. Et il y a une invitation pour une conférence de presse à 10h30. S'il y a des gens de la presse dans la salle, vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là. Ce que je peux vous dire déjà, et qui correspond à des indices, et qui montre, au-delà qui montre en fait
l'impact de l'écosystème start-up français. Alors, on parle de la French Tech, on parle de pas mal de choses, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nouma est au centre en fait d'un écosystème qui est à la fois l'écosystème start-up, l'écosystème des communautés et l'écosystème des grands comptes ou des grandes entreprises qui sont dans les logiques de transformation digitale. Je crois que c'est le sujet du salon cette année. Absolument. Et donc on est au milieu de ça. Et ça, en fait, c'est une forme d'innovation française qui, vous le croyez ou pas, n'existe pas vraiment dans le monde. Dans le monde, à l'américaine, par exemple, on est plutôt sur des alignements de culture, des méthodes un peu impérialistes. Et ce modèle-là, il fonctionne en France et on a décidé, parce qu'on a été attendu, de le mettre également en place dans certains écosystèmes à l'étranger, dont la Russie. Ça a été annoncé il y a 2 semaines. Et pour la suite, et pas que, je vous invite à nous suivre sur Twitter, c'est Nouma Paris. Et vous verrez ce qui va se passer à partir du 22 avril. Donc c'est les grandes étapes. Donc je ne vous ai pas répondu, mais je... Ok, on va suivre, vous inquiétez pas. Émilie, prochain challenge, c'est quoi? C'est d'accompagner les start-upers, bien sûr. Et pour vous, personnellement, il y a des projets en cours? Alors, je ne vais pas faire la même réponse de Normand, mais pas loin. Mon challenge, c'est d'accompagner Nouma dans l'étape qui est en cours, dont je ne suis pas autorisée à parler, comme Arnaud vient de le dire. Mais c'est un vrai travail d'entrepreneur que je mène aux côtés de l'équipe depuis quelques mois. Ça devrait aboutir avec grand succès dans les prochaines semaines. Et puis après, il sera temps de repenser à partir sur d'autres aventures entrepreneuriales. Voilà. On vous fait confiance. Aude, allez, le mot de la fin. Ton prochain challenge, tu m'as expliqué que tu as été en train d'organiser plein de choses, des goûters, des tas de choses. Oui, avec les blogueuses, oui. Alors effectivement, c'est vrai que comme j'organise en permanence. En tout cas, au moins 2 fois par an, des petits déjeuners avec les blogueuses. Je fais maintenant rencontrer les blogueuses avec les futures mamans et les jeunes mamans, effectivement, dans un contexte très convivial. Mais là, mon prochain challenge, ce serait de rencontrer Anne-Laure Constanza de la société Envie de Fraise. Envie de Fraise, oui. Voilà. Pour lui proposer un partenariat. En fait, Anne-Laure Constanza a créé Envie de Fraise. C'est une boutique en ligne de vêtements de grossesse qui complète. Tu connais les filles des Moi et Moi? Bon, on en reparle. C'est fait pour ça aussi. J'en ai plein de challenges, en fait. J'en ai plein. D'accord, ok. En tout cas, merci mesdames, merci messieurs pour votre... écoutez, pour votre participation et puis vraiment et vos retours d'expérience. Merci infiniment. Et je vous suggère un tonnerre d'applaudissements pour tout ce petit monde. Merci beaucoup.